Il y a quelques jours, les élus communaux du bloc républicain de la mairie d'Avrancourt ont boycotté la session budgétaire de l'année 2024 de la dite commune. Par une conférence de presse tenue le vendredi 17 novembre 2023, les conseillers de cette municipalité ont exprimé les motivations du boycott. Mesdames et messieurs, la vraie version de cette actualité relevant de la gestion communale d'Avrancourt meuble ce numéro de votre émission, la vraie version du dimanche 26 novembre 2023. Et c'est avec Paul Deaumont. Il est conseiller à la mairie d'Avrancourt. Paul Deaumont, bonjour. Bonjour madame, journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, retrouvons l'invité tout juste après ceci. Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas. Un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier à Boku à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Paul Deaumont, je rappelle que vous êtes conseiller à la mairie d'Avrancourt. Récemment, vous avez boycotté dans un premier temps la session budgétaire de l'année 2024 de la dite mairie. Après discussion avec le maire, vous avez évoqué un déficit d'information entre le maire et les conseillers que vous êtes. Qu'entendez-vous par déficit d'information ? Merci madame le journaliste et je salue les auditeurs qui nous suivent en ce moment, ce jour de dimanche, jour de repos, jour de culte aussi. Il faut d'abord rectifier quelque chose. Ce ne sont pas les conseillers communaux du bloc républicain qui ont boycotté la session budgétaire. Non. C'est plutôt les conseillers communaux de l'Union progressive, le renouveau, qui constituent la majorité. Oui. 13, ils sont 13, nous sommes 12. C'est eux qui sont venus nous voir avec comme motif qu'ils ne s'entendraient plus avec leur maire, le maire qui est de leur camp, parce que le maire est en train de faire des choses graves du point de vue donc de la gestion communale. Il disait que des choses graves comme quoi? La gouvernance est en mal. Donc, ils sont venus demander notre appui. D'accord. Pour les soutenir dans la conduite de leur mouvement parce qu'il s'agit d'Avrancourt et parce qu'il s'agit d'une question de gouvernance. Nous ne pouvons pas être... on ne pourrait pas ne pas agir. Tout à fait. Alors nous avons dit, après avoir posé des conditions, comprendre comment et comment... Bon, donc nous avons demandé de les suivre. Donc c'est ensemble que nous avons boycotté la session budgétaire du 24 octobre. Quand je dis ensemble, c'est 22 conseillers sur les 25 qui ont boycotté la session budgétaire. Et pour revenir à la question, qu'entendez-vous par déficit d'information que vous avez évoqué lors de la conférence de presse? Oui, voyez-vous, en 2006, moi j'ai publié un livre intitulé « La décentralisation entre risques et espoir ». Dans ce livre-là, j'écrivais à la page 166, si j'ai bonne mémoire, que lorsqu'il agit sans communiquer, l'élu perd le pouvoir. Et quand il communique sans agir, il trompe les citoyens. Et dans les deux cas, il perdra forcément le pouvoir.
ce paragraphe, je l'avais intitulé la communication comme outil de gestion communale, pour montrer l'importance de la communication dans la vie d'une commune. Parce que lorsque vous ne communiquez pas, c'est les rumeurs qui prennent le relais. Les rumeurs communiquent à votre place et forcément pour vous détruire. Le maire, quand nous sommes allés à la confrontation, puisque les gens ont posé les problèmes qu'ils ont posés, on disait que la résidence du maire n'est pas occupée, parce que les sous utilisés pour réfectionner cette résidence-là n'ont pas été affectés à l'objet pour lequel l'argent a été décaissé. Premier grief. Deuxième grief, on disait que la maison des jeunes qui est en souffrance, qui est une honte pour les gens, pour nous, enfants d'Avrancourt, que cette maison des jeunes, ce qui a été voté en 2021 pour construire cette maison de jeunes, qu'on ne savait pas par où l'argent est passé. Troisième grief, on disait que l'hôtel de ville en construction, qu'il y a un avenant qui est demandé et qui fait près de 60 millions, et que ce serait un arrangement entre le maire et l'entrepreneur. Dernier grief, le recrutement des agents recenseurs. Selon les conditions, ils devraient être de l'Avrancourt, natifs d'Avrancourt, vivant à Avrancourt, connaissant les quartiers et autres d'Avrancourt. Mais il nous a été rapporté que c'est le maire qui a recruté sa famille, ses enfants, etc., les enfants des amis, pour faire le travail et que la plupart ne seraient pas d'Avrancourt. Alors, dans tout ce que nous disons là, vous voyez que l'intérêt d'Avrancourt est en jeu. Si. Et nous ne pouvons pas rester insensibles à ça. Donc nous sommes allés, nous avons boycotté la session budgétaire. Le maire, les textes lui donnent droit de reconvoquer une deuxième session 3 jours après. Il a convoqué la réunion et lorsque nous sommes allés à cette deuxième réunion, eh bien, nous y étions majoritairement et majoritairement nous avons rejeté le budget qui posait problème. Parce que les CA, les chefs d'arrondissement, on dit que dans ce budget-là, les préoccupations des arrondissements n'ont pas été prises en compte. Et au demeurant même, le conseil de supervision n'avait pas approuvé le budget avant qu'il ne soit envoyé au niveau du conseil communal. Alors, déférant à ces observations, nous avons rejeté le budget. Et le maire devait prendre les dispositions appropriées pour prendre en compte les desiderata des arrondissements et faire voter le budget par le conseil de supervision. Mais à voir l'ambiance, il sait d'avance que même s'il faisait tout ça là, le budget allait rejeter. Alors, qu'est-ce que lui il a fait? Il a dit qu'il faut qu'il convoque un huis clos. Et le huis clos nous a amené à Yété, dans l'arrondissement de Bozoumen, où il fallait libérer la langue et dire les choses de façon concrète. Alors, sur les chefs d'accusation, le maire nous a surpris agréablement, nous qui sommes de la minorité et qui étions venus en appui pour cette majorité pour bloquer le processus du vote du budget. Alors, sur le premier point, le maire a dit, mais comment peut-on dire que les sous décaissés pour la construction de la résidence n'ont pas été affectés aux travaux? Allons voir, les travaux sont finis, sont bien finis, et que la résidence est occupable. Sauf que, à la résidence, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas un minimum d'équipement. Dans ces conditions, comment peut-il
résider? Comment peut-il dormir? Et que nous pouvons sortir d'ici et aller là-bas? Ah, l'argument tenait. Pourquoi il n'y a pas l'électricité? La mairie, la commune doit des millions à la SONEB et à la SBE. Donc, ce premier point ne tenait plus. Deuxième point, la main des jeunes. Le maire dit, l'entrepreneur qui a gagné le marché a fait des travaux évalués à 30%. Et il est venu le voir pour dire, ben, écoutez, je me suis mal pris parce que le toit là, c'est en tuile, cette tuile là, c'est de mauvaise qualité et que il va falloir enlever tout ça. Et que s'il devait enlever tout ça pour faire, il va dépasser le budget. Donc, forcément, lui, il demandait, disons, un avenant qui dépasse 30%. Alors, d'après le maire, selon le code du marché public, Oui. si un avenant dépasse 30% du marché, alors là, qu'il faut dénoncer ce marché. Ce que lui l'a fait. Et on doit relancer. Donc, on dit que les sous ont été décaissés, utilisés pour autre chose, que c'est faux. Qu'on peut aller devant les livres comptables pour voir combien a été dépensé. Ce qui a été dépensé ne dépasse pas les 30% qui correspondent aux travaux évalués à 30%. Donc, le deuxième point aussi est évacué. Tout à fait. Donc, c'est un problème de communication. Communication, le maire n'avait rien expliqué de tout ça. Troisième point, l'hôtel de ville. Il dit que l'hôtel de ville, on ne devait même pas parler d'avenant. Que nous, on a dit qu'on fait d'abord le rez-de-chaussée. Or, l'hôtel de ville, le projet, c'est sur R+2. Alors, mais dans le schéma, pour que les bureaux du rez-de-chaussée soient en sécurité et à l'abri de l'eau en temps de pluie, il faut forcément élever les ailes du premier étage. Parce que les ailes du premier étage devaient couvrir, protéger les fenêtres pour éviter que l'eau pénètre dans les bureaux. Alors l'entrepreneur a dit, quand voulez-vous vous arrêter au niveau du rez, alors vous allez souffrir que je vous demande 60 millions en plus, qui pourrait être considéré comme une avance que je prends sur le niveau supérieur, c'est-à-dire sur le premier étage. Quand je serai sur le premier étage, le montant du premier étage que j'avais évalué, donc on allait soustraire les 60 millions là. Si on ne le fait pas comme ça, et si on vous livre le bâtiment en état, vous allez souffrir parce que l'eau va rentrer par les fenêtres dans les bureaux. Et lui n'a pas tranché, il a envoyé le dossier à la direction donc, des marchés publics et attend le résultat. Donc, en ce niveau-là, quel crime il a commis? Et par rapport au dernier point, le dernier grief, Oui. c'est le recrutement des agents recenseurs. Alors, le maire dit, je n'étais pas présent. Et j'ai délégué ce rôle-là à mon deuxième agent, à mon deuxième adjoint, qui s'est occupé du recrutement. Lui, il était dehors, à l'étranger, on lui a dit, mais par rapport au recrutement, là, est-ce que tu as des gens à proposer? Et que lui avait à proposer 2 ou 3 personnes, mais c'est à son retour qu'il a appris qu'il y a des CA qui avaient leurs frères et autres, là, a placé, et le deuxième agent a refusé, et ça a fait problème. Donc, le recrutement, c'est vrai, il est responsable, mais il n'est pas coupable. Parce qu'il a délégué, il n'était pas présent. Bon, on peut dire qu'il y a faute, parce que certains noms d'Avrancourt sont sur la liste, qui ne connaissent même pas l'arrondissement dans lequel on les a affectés. C'est une faute, c'est mauvais, il assume, mais il n'est pas coupable, parce qu'il n'est pas présent. Alors, quand on a vu tout ça, Oui. on a dit que c'était un déficit de communication. Et en regardant toutes ces explications aujourd'hui, que pensez-vous de la gestion du maire Gabriel Ganhoutondé?
Le maire Gabriel Gaoutodé, bon, nous sommes de la minorité. Et nous ne sommes pas proches de la marmite. Et souvent, j'ai une allégorie que j'utilise. Je dis que la minorité que nous sommes là, nous sommes comme des chiens. Le chien est dehors, il est au portail, lui, il aboie. Parce qu'il ne trouve rien, il aboie, il crie. Et faites attention à nos petits frettins là. Mais la majorité, c'est le chat. Le chat est dans la maison, dans la cuisine, il mange, il ne parle pas, etc. Mais nous, nous sommes dehors, nous crions. Donc, nous ne voyons rien. Hein? Mais quand le maire s'entend avec sa majorité et ils font les choses, c'est les résultats qui viennent au niveau du conseil. Nous approuvons quand c'est convaincant. Quand ce n'est pas convaincant, nous dénonçons. Il fut là une année, en 2021, la minorité a boycotté le vote, a quitté la salle. Mais comme ils sont 13, bon, ils ont voté leur budget de 2021 avec 13 personnes. Et aujourd'hui, les choses nous rattrapent parce que dans le budget de 2021, là, nous disions, mais la résidence du maire, comment vous fixez le montant là? Le montant que vous fixez pour cette réflexion, est-ce que le montant prenait en compte l'équipement? On n'a pas été écouté. Le budget est voté parce que c'est la majorité. Donc, nous, on n'a jamais été, disons, associés à cette gestion. Et on nous prenait comme des gens qui sont prêts à taper dessus, à crier, à dénoncer, etc. Nous avons même écrit, dénoncé jusqu'à envoyer des dossiers au niveau du tribunal. Le maire a été écouté, etc. Certains dossiers sont en train de suivre leur processus au niveau donc, des instances dirigeantes des instances judiciaires du pays. Donc voilà. Et alors la gestion, bon, carré, bon, le maire fait ce qu'il pense juste. Bon, nous attendons les dossiers que nous avons envoyés au tribunal et consorts pour voir s'il a pu et s'il va convaincre les instances judiciaires et s'en sortir. Sinon, il ne vous convainc pas. Non, jusque sur le des problèmes de terre, c'est sur le frontier surtout. Il y a eu des mélanges, il y a eu des choses qui étaient passées avant notre arrivée avec l'ancien maire, paix à son âme. Il y a eu des choses et ça revient. Ouais, la même parcelle affectée à 2-3 personnes à la fois. Ben, l'administration étant une continuité, on dit que c'est sur l'ancien maire, mais l'actuel est obligé d'assumer. Tout à fait. C'est une continuité de l'administration. Donc il y a de ces cas-là que pour nous, on n'est pas content. On n'est pas content que nos parents, nos familles soient dans des situations où quelqu'un a sa parcelle, veut ériger une maison dessus et souffre de la non-disponibilité de la parcelle qu'il a achetée parce que la même parcelle a été vendue à d'autres personnes. Ces problèmes sont récurrents. Pensez-vous vraiment que la création d'une structure servant de pont entre le maire et ses conseillers peut régler les problèmes que vous venez par exemple de citer? Oui. Vous savez, en plus de ma casquette de conseiller communal d'Avrancourt, j'ai pendant plus de 25 ans sillonné les 4 coins du monde en tant que expert consultant en décentration et en gestion communale. Et voyez-vous, il y a un certain nombre de conseils que j'ai donnés un peu partout qui marchent. Amener l'informel à mieux gérer le formel. Amener l'informel à mieux gérer le formel. Alors, nous avons suggéré à Yetin, comme solution à la crise, la création d'un groupe informel de 5 personnes et qui travaillerait avec le maire et servirait de pont, un relais entre le maire et le conseil. Comme le maire communique mal, communique peu, alors ce groupe informel va relayer au niveau des conseillers les problèmes. Le maire aussi peut-être dans des difficultés. Il est certainement dans des difficultés et qui n'arrive pas à évoquer, qui n'arrive pas à dire.
Parce que, voyez-vous, avant un coup, les goulets d'étranglement sont nombreux. Et moi, je ne voudrais pas être à la place du maire. Ah, pas du tout. Parce que il y a des épées de Damoclès qui pèsent parfois sur sa tête. On demande des choses que lui ne peut pas satisfaire. Et ça crée parfois des bruits. Ça crée parfois des mécontentements. Il est sur la sellette. Bon, donc il vit tout ça là. C'est pas aisé pour lui de le dire. Mais s'il y a une structure informelle, une structure informelle qui est à côté, cette structure-là peut relayer, amener les choses au niveau du conseil, et le conseil va se saisir du dossier et va lui donner la conduite à tenir. Paul Déouman, j'y arrive. Oui. Qu'en est-il de l'intermédiation d'autres attributs la médiation à l'honorable Augustin Awanvoebla, ce qui n'est pas le cas au niveau du bloc républicain? C'est du faux. C'est du faux. C'est de la malhonnêteté. C'est de la récupération honteuse. Et j'ai dit que la politique doit être vertueuse. La politique doit vivre avec la vertu. Quand la politique manque d'éthique, quand la politique manque d'intégrité, je crois que les dommages seront nombreux pour la République, pour la cité. L'honorable Awanvoebla, comme vous avez appelé son nom, oui, n'a jamais mis pied à Vrancou et n'a jamais rencontré qui que ce soit, n'a jamais associé qui que ce soit pour dire on veut régler un problème. Ce que je sais, je dis ce que je sais. Moi, j'aime dire la vérité. Dis la vérité, tu es tranquille. Le jour où on a fini notre crise à Yetin, le soir là même, l'honorable Awanvoebla m'a appelé. Il m'a dit, bon, grand frère, vraiment, votre crise là, je veux maintenant m'intéresser, je veux régler la crise. J'ai dit, mais de quelle crise parles-tu? Il dit, la crise au niveau du conseil, mais cette crise-là est conjuguée désormais au passé. Nous avons fini, nous avons réglé notre crise. On vient de Yetin, on s'est réunis à Yetin depuis le matin, on a travaillé, on était là depuis bon midi pratiquement. On a travaillé jusqu'à 20 h par là et la fumée blanche est sortie. Il dit, ah bon? Il s'est étonné. Il dit, ah bon? Il a dit, oh oui. On a fini et c'est à l'unisson qu'on a quitté, Yetin avec de nouvelles résolutions. Donc, moi, je ne trouve plus important qu'il pense rencontrer et UP et BR que c'est fini. Nous avons repris notre vie d'ensemble. Il dit, bon, de toute façon, je vais rencontrer les miens. Oui, il peut rencontrer les siens. Mais venez dire que c'est lui qui a réglé la crise. Alors là, moi, je sais le nombre de nuits blanches que nous avons eues. Je sais le nombre de réunions organisées chez moi. Je sais les sacrifices que les uns et les autres se sont donnés pour que nous arrivions à Yetin. Yetin n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est un processus qui nous a amenés à Yetin. Et c'est à Yetin que nous avons définitivement enterré la raille de guerre. Alors que quelqu'un se lève et dit, c'est moi, je dis que ça gêne. Et ce n'est pas honnête. Nous allons à présent faire un tour dans l'actualité parlementaire. Le projet de la loi d'amnistie proposé par le groupe parlementaire Les Démocrates donne l'impression d'un non-aboutissement si l'on s'en tient aux propos de l'honorable Eustache Apovi. Paul Déouman, dites-nous, quel est votre avis sur ce projet de loi? Bon, s'il faut faire la politique en marchant sur des vies humaines, ça ne m'intéresse pas, cette politique-là. C'est-à-dire? S'il faut faire la politique en sacrifiant des vies humaines, ça me... Mais regardez, depuis des années, des gens, pour des raisons peu convaincantes, sont condamnés à l'exil. C'est des pères de famille, peut-être si leurs enfants n'ont pas pu les voir depuis des années. Depuis des années,
des gens sont en prison. Mon cher ami et professeur émérite se trouve à la prison. Ma chère amie Ricard Madougou se trouve à prison. C'est des gens qui constituent des valeurs pour la République. Des frères, des jeunes frères étudiants sont à la prison, sont en prison. Écoutez, quand on regarde, moi je suis juriste, quand on regarde les mobiles, il a dit, si la politique n'est pas dedans, je ne suis pas sûr que ces gens-là iront en prison. Maintenant, ils ont déjà fait des années. Je crois 2 ans au minimum en prison. Voulez-vous dire qu'ils seraient innocents? Je ne vais pas parler, je ne suis pas le juge, mais j'ai mon droit à la suspicion légitime. Et au nom de ce droit à la suspicion légitime, j'ai des réserves. J'ai des réserves contre tout ce qui a été monté, fomenté, etc. Parce que vous voyez, pour faire un coup d'État, ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Hein. Ce n'est pas l'œuvre de 2 personnes. Hein. Ah, c'est beaucoup de gens. Et vous voyez, il faut rencontrer les spécialistes du coup d'État, ils vont vous dire que non, ce n'est pas une personne, 2 personnes, 5 personnes. Non, qu'il faut demander un coup d'État, ça marche. Et il faut de l'argent, hein, etc. Donc, c'est un problème de conspiration contre la République, là. Il faut les Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout, alors. Bon, un père de famille est un père de famille. Et nous avons pensé que notre papa, le président, Paris Talon, dans sa sagesse, en tant que père de la nation, devrait tout au moins accorder son droit de grâce à ces jeunes. Il faut rechercher un peu partout, hein, pour son talent. C'est un brillant professeur. Mais ces étudiants sont en souffrance. Et mais quand je vais à Lomé, on me parle de Ricard Madougou par rapport à ce qu'il fait, ce qu'elle aide le président togolais à faire en matière de microfinance, etc. Moi, je suis fier. Je me sens fier d'être béninois. Mais quand j'ai ces jeunes-là en prison, pour les raisons que nous évoquons, et après avoir fait 2 ans, j'attendais que le président Paris Talon, dans sa sagesse, puisse dire, bon, je vous gracie, ne recommandez plus. C'est ça le père de famille. Et chez nous, on dit, alors les revis, alors ils vont dans l'ego, n'est-ce pas? Donc, mais le président n'a pas cru devoir aller dans cette direction. Mais si la grâce n'a pas marché, les députés peuvent jouer leur rôle à travers une loi d'amnistie. Alors, si cette loi d'amnistie encore échoue, alors... Mais là, étant déjà, vous êtes, je rappelle que vous êtes du parti Bloc Républicain, nous sachons qu'au Parlement, est-ce qu'il y a la mouvance qui est majoritaire? Pensez-vous que la majorité va soutenir le parti de l'opposition dans ce projet de loi? Bon, je ne suis pas député, mais si moi j'étais député, je serai indiscipliné par rapport s'il y a des consignes qui sont données par rapport à ces projets-là. Pensez-vous que des consignes ont été données? Je suppose. Ah non, je suppose. On ne va pas voter une telle loi les yeux fermés. Et les gens ont dû se réunir, on a dû se partager un certain nombre de consignes, etc. Bon. Mais si moi j'étais député, je vais violer ça. Parce que je vois des vies en souffrance. Je vois des pères de famille, des mères de famille en souffrance. Il faut rester à l'étranger pour savoir que ce n'est pas du tout la même chose. Vous allez dire, quand moi je vais en mission, la première semaine, après la première semaine, je vais rentrer. Ton chien là, malgré les conditions agréables créées autour de moi. Une fois, j'ai fait 2 mois en mission. Non, c'était pour moi un calvaire. Hein?
chez soi reste toujours incomparable. Donc, il est temps qu'on laisse ces gens-là rentrer, s'occuper de leur famille, de leurs affaires, et qu'eux-mêmes tirent le leçon pour devenir de bons citoyens républicains. Nous ne voulons pas des gens qui vont déranger notre République. Nous sommes dans la démocratie. Nous sommes en démocratie. Et tu as ton point de vue, j'ai mon point de vue. La règle devrait être, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je t'offre les conditions pour le dire. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je te donne les conditions, je crée les conditions pour que tu puisses dire ce que tu veux dire et pour lequel je ne suis pas d'accord. Paul Déoumont, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais une dernière question pour vous rapidement. Depuis la décision du gouvernement portant sur la libéralisation du commerce du soja, les partis politiques mènent des débats pour s'approprier le mérite de cette décision. En tant qu'élu communal, devons-on assister à ces genres de scénarios? Oh oui, c'est vrai, la politique, hein, c'est une bonne guerre. Hein? Et chacun dit, c'est comme la loi dont on parle. Hein. Oui. Si la loi est votée là, hein, vous allez voir que la mouvement dit que c'est grâce à nous. On dit que c'est grâce à nous, c'est grâce à moi, c'est grâce à... Bon, c'est de bonne guerre. Mais je crois que le chef de l'État a pris à ce niveau-là une très bonne décision parce que nous avons opté pour une économie libérale. En matière donc, de libéralité, donc libéralisme, c'est le marché qui fixe la loi, qui fixe les prix. Et j'ai entendu des choses dans ce pays où on dit que le transport des produits agricoles ne peut que se faire par la mer ou par... Le port autonome. Non, c'est pas bien. Que le produit agricole ne doit pas être transporté par la route. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est des freins, hein, à l'expression, à l'émanation de l'économie libérale. Mais si on revient sur certaines erreurs qu'on a commises, je crois que c'est une bonne chose. Il faut féliciter le chef de l'État pour cette décision. Lui-même a dit qu'il est un homme, il peut faire des erreurs. Mais s'il fait des erreurs, il comprend, il constate que c'est une erreur, et il revient en arrière, il corrige. Je crois qu'il faut le féliciter. Comme je l'annonçais, nous sommes à la fin de cette émission, mais votre conclusion, très rapidement. Ma conclusion, c'est que la démocratie béninoise se porte bien. Et nous devons travailler, chacun à son poste, doit travailler pour que cette démocratie aille de l'avant, avec tout ce que ça nous apporte comme conséquences heureuses. Parce que nous sommes en paix chez nous, à regarder les pays qui nous entourent. Nous sommes en paix, chacun connaissant sa place dans la République, jouons notre rôle, joue son rôle, et puis je crois que c'est une excellente chose. C'est cela qui va apporter le développement. Parce que sans démocratie, le développement va piétiner, va être un problème à réaliser. Et je crois que le président Patrice Talon s'emploie à faire de son mieux. Je lui souhaite beaucoup de courage. Ce n'est pas facile de diriger ce pays, hein, de grands savants, de grands intellectuels, de grands politiciens, mais il est dedans, il s'active bien, il le fait bien, et il a quelques erreurs qu'il arrive à comprendre, comme dans le soja, etc. Et il y a beaucoup d'autres erreurs qui existent en matière de décentration. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des choses à rectifier qu'il faut qu'il rectifie pour que le Bénin continue d'être cité en exemple. Merci à vous, Paul Déoumont. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission La Vraie Version. Nous avons reçu pour vous Paul Déoumont, conseiller bloc républicain à la mairie d'Avrancourt. Ensemble, nous avons fait le tour de l'actualité dans la commune d'Avrancourt, actualité parlementaire et autres. Merci d'avoir été des nôtres et à dimanche prochain, si Dieu le veut. Au revoir.